Voilà, bonjour à tous. Goedemiddag iedereen, welkom tot deze laatste Digital Law Series van het jaar. Bienvenue à ce dernier Digital Law Series de l'année 2020, qui aura pour thème les fintech, un vaste sujet, et que j'aurai l'honneur de co-présenter avec mon collègue Jonathan de Landshire. Alors, le futur de la finance est digital, c'est un titre légèrement trompeur dans la mesure où le présent de la finance est déjà digital. Mais bien évidemment, il est tellement vaste qu'il s'applique aussi au futur et nous allons vous entretenir un peu plus de ce thème. Alors, comme je vous le disais, c'est un sujet assez vaste et Jonathan et moi avons donc dû décider de certains sujets que nous voulions aborder aujourd'hui avec vous, que nous voulions vous présenter. Nous n'allons malheureusement pas tout pouvoir vous présenter, pas tout pouvoir vous expliquer parce qu'il y a énormément de choses à dire, tant juridiques que non juridiques, mais nous avons décidé de quelques sujets qui pourraient vous intéresser, tout en sachant également que quand bien même on pourrait penser que le législateur, tant européen que belge, a été extrêmement occupé par la crise du coronavirus, il y a quand même eu de nombreuses initiatives législatives, de nombreuses avancées au niveau de la finance digitale. Alors nous allons donc commencer tout d'abord par vous expliquer dans les grandes lignes ce qu'est la fintech. De quoi parle-t-on? De quoi s'agit-il exactement? Nous allons ensuite nous tourner vers la deuxième directive sur les services de paiement et plus exactement sur les deux nouvelles opportunités que celle-ci permet et qui, justement, vont très fortement soutenir la finance digitale aujourd'hui déjà, mais aussi à l'avenir. Troisièmement, nous vous parlerons de MiCA, Markets in Crypto Assets, qui est une nouvelle proposition de la Commission européenne, publiée cette année, il y a quelques mois à peine, et qui vise à réglementer l'ensemble de la matière des monnaies virtuelles, qui est évidemment en pleine expansion pour l'instant. Cette proposition étant assez vaste et forcément très intéressante, nous en parlerons un peu plus que les autres sujets. Enfin, nous vous dirons quelques mots par rapport à la directive anti-blanchiment et plus exactement par rapport à une adaptation de la loi belge qui a été faite cet été. Et nous terminerons par une nouvelle licence européenne pour les plateformes de financement alternatifs que l'on appelle aussi crowdfunding. Alors, comme vous l'aurez remarqué, je parlerai en français et mon collègue Jonathan parlera en néerlandais. Alors, qu'est-ce que la fintech? Vaste question, bien entendu. On peut penser à de très nombreuses choses qui ont attrait à la fintech. On peut dans un premier temps penser bien entendu à l'application bancaire, à la banque en ligne. Je pense qu'à l'heure actuelle, à peu près tout le monde dispose d'une application bancaire sur son téléphone. On peut penser, comme déjà annoncé dans l'agenda, au crowdfunding et à la matière des monnaies virtuelles, telles que le Bitcoin, qui en est l'exemple le plus emblématique. Mais vous avez toute une série d'autres activités qui existent déjà dans le monde et qui tombent dans le grand qualificatif de fintech. On peut penser à des formes de crédit en ligne, on peut penser à des systèmes d'échange de services de factoring, on peut penser à diverses plateformes qui permettent des paiements en tout genre, toujours en ligne, soit par ordinateur, soit par téléphone. C'est une matière qui est extrêmement vaste. Le slide qui suit vous donne à nouveau certains exemples très déterminés. Ça va bien au-delà de ça. Et vous avez ici quelques exemples à nouveau. Donc, la monnaie digitale qui est aussi de plus en plus utilisée et dont Jonathan vous parlera un peu plus extensivement. Vous avez les investissements qui de plus en plus prennent une forme digitale et qui le sont déjà en grande partie. Et puis vous avez tout à fait à gauche sur l'image la blockchain qui est évidemment une des grandes technologies, pas l'unique bien entendu, mais une des grandes technologies que l'on retrouve dans le monde de la fintech ou des fintech. Alors qu'est-ce que la fintech exactement? La fintech,
c'est une contraction, vous vous en doutez, de financial et technology. Ce sont donc d'une façon extrêmement simple l'ensemble des technologies, et vous pouvez concevoir ça de façon extrêmement large, les applications, les concepts, les instruments qui vont permettre d'améliorer, voire d'automatiser l'usage et la délivrance des services financiers, et ce, à une échelle alors certainement européenne, mais globale. Alors, ce qui est intéressant avec les fintechs, c'est évidemment qu'il s'agit de ce qu'on appelle un blue ocean, comparativement à un red ocean. Un red ocean est un marché dans lequel des acteurs sont déjà fortement installés avec certains produits et où la concurrence entre ces acteurs se passe surtout au niveau de la qualité du produit et au niveau des prix. Un blue ocean, contrairement à un red ocean, est un marché où il n'existe encore rien, où le produit est tout à fait novateur, tout à fait nouveau, et où il n'y a, a priori, dans un premier temps, pas de concurrence sur les prix. Cela laisse évidemment la place à de nouveaux acteurs et cela oblige les acteurs existants, et l'on pense ici en particulier aux banques traditionnelles, à s'adapter évidemment pour ne pas être dépassés par la concurrence. Comme je vous le disais déjà, la fintech est évidemment très présente dans nos vies à l'heure actuelle. Voilà. Alors, les technologies qui sont couvertes par la fintech sont évidemment des technologies très intéressantes puisqu'elles vont permettre aux consommateurs et aux entreprises, à toutes les entreprises qui vont être actives dans le milieu de la fintech, d'avoir un accès plus facile et plus grand à tous les services financiers possibles et imaginables. Ça va permettre aux consommateurs également d'avoir un choix beaucoup plus important et cela va augmenter l'efficacité des opérations, ce qui, du coup, va créer un marché extrêmement concurrentiel. Et ce marché concurrentiel, ce secteur des fintech, est évidemment un élément central pour l'activité économique. En ces temps si particuliers, les fintechs constituent évidemment un instrument privilégié de financement et à l'avenir, on peut s'attendre à ce que ça devienne un instrument essentiel de financement, contrairement au financement traditionnel que l'on connaît, qui reste bien entendu encore très très présent et plus important que la fintech, mais la fintech va prendre une place de plus en plus prépondérante. Alors, au niveau européen, la Commission européenne nous a donné une définition de la finance digitale ou de la digital finance. Il s'agit, selon la Commission européenne, donc d'un terme qui est utilisé pour décrire, au sens large du terme, toutes les technologies qui vont avoir un impact sur les services financiers classiques, et ce parce qu'ils développent tout simplement de nouveaux produits, de nouvelles applications, de nouveaux processus, voire de nouveaux business models. Alors, au niveau européen, évidemment, les initiatives ne se sont pas fait attendre et cela dure déjà depuis plusieurs années qu'il y a des initiatives qui sont menées. Je vous cite ici le Action Plan on FinTech de 2018 qui a été mené par l'Union européenne, par la Commission européenne et qui a pour but évidemment de faire en sorte qu'il y ait une convergence au niveau de la supervision qui est menée par les autorités, et ce pour améliorer, pour innover en matière technologique et ainsi avoir un marché financier, un secteur des fintech qui est évidemment extrêmement développé. La Commission européenne a proposé à cette initiative 19 étapes qui ont pour but justement de soutenir certaines technologies telles que la blockchain, telles que l'intelligence artificielle, mais aussi permettre, bien entendu, à de petits acteurs qui ont des idées fantastiques en matière de fintech d'accéder, si vous voulez, à une échelle européenne. Alors, en 2020, vous avez le Digital Finance Outreach et les consultations publiques qui sont un programme qui a été lancé de façon à justement permettre au niveau européen de rencontrer de très nombreux acteurs du secteur financier, mais aussi donc du secteur de la fintech en pleine effervescence et de comprendre d'une part quelles étaient
les nécessités au niveau réglementaire et quels étaient évidemment les développements auxquels on assistait dans le secteur qui devaient, de près ou de loin, recevoir un cadre législatif clair et une sécurité juridique importante. Cela s'est traduit toujours en 2020 par le Digital Finance Package, qui est en fait une série de propositions qui ont été faites par l'Union européenne, justement visant à légiférer la matière, légiférer le secteur. MiCA, la proposition de réglementation sur les crypto-monnaies, en fait partie. Alors, à l'heure actuelle, quel est le cadre législatif qui s'applique et quelles sont les autorités qui ont leur mot à dire dans la supervision du secteur FinTech, du secteur de la finance digitale? Alors, au niveau de la législation, vous n'avez pas une seule législation applicable. Vous avez différentes législations qui ont été adoptées depuis plusieurs années et qui vont chacune potentiellement s'appliquer à une entreprise active dans le secteur de la FinTech. Je pense à la directive sur les services de paiement dont on parlera. Je pense à la directive sur la protection des données, GDPR, qui peut évidemment s'appliquer. Je pense à la fameuse directive MiFID sur la protection des investisseurs. Il y a toute une série d'instruments législatifs, tant au niveau européen qu'au niveau national, qui ont été adoptés et qui peuvent s'appliquer au cas par cas. Alors, au niveau des autorités, les autorités restent assez classiques. Vous avez au niveau européen ESMA et EBA, donc EBA qui est la European Banking Authority, l'autorité bancaire européenne, et ESMA, European Securities and Markets Authority, l'autorité des marchés financiers européenne. Au niveau belge, vous avez l'AFSMA, qui est notre autorité financière, et la Banque nationale, qui se partagent la supervision. Alors, la législation nous provient en grande partie, je vous le disais, donc de l'Union européenne, mais nous avons aussi, bien entendu, des législations locales, nationales, au niveau belge. Et ensuite, on voit apparaître timidement, mais progressivement, des initiatives au niveau international, des initiatives qui sont souvent privées. Je pense par exemple, certains d'entre vous y ont peut-être assisté au sommet, au 4e sommet annuel de la FinTech qui s'est tenu juste avant le confinement, donc en mars 2020. C'est une initiative privée à l'échelle internationale où se rencontrent différents acteurs du monde de la FinTech, mais aussi des autorités, des organisations de la société civile, etc. Alors, nous sommes bien entendu en hiver, enfin en automne encore, mais nous avons là un arbre qui est déjà bien vert et bien fleuri et qui reprend l'entièreté des services financiers qui potentiellement tombent sous l'appellation de FinTech. Alors, ce schéma ne provient pas de chez nous, de chez Altus, c'est un schéma qui provient de la FSMA elle-même et où la FSMA donc met en carte dans le feuillage de l'arbre les différents aspects qui peuvent potentiellement être considérés comme la FinTech et qui vont tomber d'une façon ou d'une autre, de près ou de loin, sous la supervision de la FSMA, de cette autorité. Vous voyez ensuite les enabling technologies, qui sont les technologies déjà fort présentes à l'heure actuelle et qui permettent justement à la finance de devenir digitale. Et enfin, vous avez les policy enablers, qui sont des grands instruments, je dirais, ou des grandes thématiques qui vont presque toujours être présentes lorsque l'on se pose la question de la finance digitale. Vous voyez Digital ID, donc l'authentification digitale, vous voyez le Data Protection, la protection des données, la cybersécurité, ce sont évidemment tous des thèmes qui seront à chaque fois bien présents et dont il faut tenir compte lorsque l'on développe une activité FinTech. Bien entendu, tout cela est parfois peu clair et parfois flou. Et la FSMA a donc développé, a donc mis en place plus exactement un point de contact, FSMA Contact Point, que l'on peut retrouver donc sur le site web de la FSMA, où la FSMA va en réalité, et c'est une initiative que l'on ne peut qu'applaudir, la FSMA va en réalité accompagner les entrepreneurs, les startups, les entreprises qui souhaitent
être actifs dans le secteur de la finance digitale ou qui le sont déjà lorsque des questions se posent par rapport à la supervision et par rapport au cadre réglementaire. Ça va de simplement répondre à une simple question, tiens, dans tel cas de figure, quelle législation s'applique à moi, jusqu'à véritablement accompagner la start-up, le business model ou l'entrepreneur dans les différents éléments législatifs auxquels ce dernier doit faire attention s'il souhaite être actif dans le monde de la FinTech. Donc c'est évidemment, pour ceux qui souhaiteraient se lancer dans ce beau monde et dans ce monde très intéressant, c'est évidemment un point de contact privilégié où la FSMA se montre non pas comme une autorité, mais plus comme une sorte de professeur ou de coach et accompagne véritablement le développement de la finance digitale. Voilà un petit peu pour une présentation large de la FinTech. Passons maintenant, si vous le voulez bien, à la deuxième directive sur les services de paiement, qui est une directive donc dans le monde de la FinTech parmi tant d'autres. La directive sur les services de paiement, et plus exactement la deuxième directive sur les services de paiement, est un très très bel exemple d'une législation FinTech, tout simplement parce qu'elle fait suite à PSD1, la première directive sur les services de paiement, qui a été adoptée en 2007 et qui, à l'époque, réglementait 6 activités. Je pense, par exemple, pour vous en citer quelques-unes, à l'exécution de certaines transactions en ligne qui sont couvertes par une ligne de crédit. Je pense au dépôt d'argent ou au retrait d'argent à partir d'un compte de paiement. Je vais simplement ajuster mon casque parce que je n'ai pas l'impression que vous m'entendiez. Voilà. Parfait. Donc, voilà, je donnais quelques exemples d'activités réglementées sous l'égide de PSD1. PSD2 est arrivé bien plus tard, à peu près une petite dizaine d'années plus tard, et a été transposé en droit belge par la loi du 11 mars 2018, qui est une loi qui transpose en même temps la directive, la e-money directive. Et PSD2 a cette particularité qu'elle laisse de la place aux nouveaux acteurs. Elle laisse de la place aux nouveaux acteurs et met en concurrence les banques traditionnelles ou les institutions financières traditionnelles et les nouvelles institutions, les nouveaux joueurs dans la cour des FinTech. C'est intéressant parce que ça permet d'avoir un cadre législatif non seulement clair, qui apporte de la sécurité juridique, mais un cadre législatif qui, ça n'est pas souvent le cas, permet justement l'innovation. En quoi est-ce que PSD2 permet l'innovation? PSD2 permet l'innovation en ce qu'elle apporte sous son aile, en quelque sorte, 2 nouvelles activités qu'elle va réglementer et pour lesquelles il faudra une licence pour pouvoir les exercer dans l'Union européenne et plus spécifiquement en Belgique. Il s'agit des Payment Initiation Services, donc l'initiation des paiements de services, et du Account Information Service Provider, donc l'information sur compte. Alors, ce sont 2 nouveautés dont je voudrais vous parler parce qu'elles sont très intéressantes. La première, donc l'initiation de paiement, permet tout simplement de passer par une tierce partie, le Payment Initiation Service Provider, pour tout simplement payer en ligne. Alors, si vous regardez l'image qui se trouve à gauche sur le schéma, vous voyez en pointillé le système de paiement classique par carte où un consommateur doit donc d'abord passer par le commerçant qui, lui, à son tour, va se tourner vers sa banque pour, bien entendu, indiquer qu'il souhaite procéder à une transaction. Et la banque du commerçant va ensuite, donc, par le système des cartes de paiement, contacter la banque du consommateur pour vérifier si cette transaction peut être effectuée et si tout est en ordre. Et puis tout simplement, le schéma va reprendre le chemin inverse pour confirmer au commerçant que tout est en ordre et que les biens peuvent effectivement être livrés. Avec une tierce personne, tout cela est centralisé. Alors évidemment, dans la pratique, cela allait déjà relativement vite. Maintenant, cela va encore plus vite parce que le PISP, donc le Payment Initiation Service Provider, peut en temps réel informer les différentes parties de la validité en quelque sorte d'une transaction, ce qui fait que le paiement va beaucoup plus vite et la livraison, ou en tout cas
la confirmation au commerçant qu'il peut les livrer les produits en question va aller beaucoup plus vite également. Deuxième nouveauté apportée par PSD2, c'est le Account Information Service Provider, le Account Information Sharing. C'est la possibilité, et je vais vous expliquer ça de façon très simple, c'est la possibilité tout simplement d'avoir, par exemple, une application sur laquelle vous pouvez consulter l'entièreté de vos comptes dans les différentes banques que vous avez. Et certaines banques ont demandé à obtenir une telle licence, ce qui fait que certaines banques proposent aujourd'hui dans leur application en ligne, à côté de leur propre compte, de pouvoir consulter les comptes que vous détenez auprès d'autres banques. Évidemment, cela ne signifie pas que les informations à propos des comptes détenus dans différentes banques sont communiquées avec les banques en question. Donc, une banque A n'aura pas de vue sur les comptes que vous avez auprès d'une banque B. Voilà pour les nouveautés apportées par la directive, la deuxième directive sur les services de paiement. Et je cède maintenant la parole à mon collègue Jonathan pour MiCA. Oké. Wanneer we het hebben over fintech, dan worden vaak ook de begrippen blockchain, cryptocurrencies, bitcoin te pas, maar ook te onpas gebruikt of vermeld. Maar het is wel zo dat deze begrippen toch niet altijd te onpas worden gebruikt, want de technologie achter de bitcoin, achter cryptocurrencies, kan toch mogelijk wel voor innovatieve toepassingen zorgen in de fintech-wereld. Dus het is toch niet geheel onterecht. Nu, wat het juridisch kader betreft, waarin de cryptocurrencies zich bevinden, op dit moment is er eigenlijk sprake van een juridisch vacuüm. Wat bedoel ik daar juist mee? Dat is eigenlijk zo dat zowel op Belgisch niveau als op Europees niveau op dit moment er geen specifieke wetgeving is uitgevaardigd die op cryptocurrencies van toepassing is. Er zijn wel een aantal uitzonderingen. Ik denk bijvoorbeeld aan Frankrijk en een aantal Europese lidstaten hebben wel al ervoor geopteerd om specifieke wetgeving uit te vaardigen. Nu, het feit dat er geen specifieke wetgeving bestaat voor cryptocurrencies betekent uiteraard niet dat er geen bestaande wetgevingen op van toepassing zijn. Denken we bijvoorbeeld aan een cryptocurrency of een crypto-asset. Die kan worden beschouwd als een financieel instrument onder de MiFID. Dergelijke crypto-asset zal uiteraard ondervangen zijn of onderworpen zijn aan bepaalde financiële wetgevingen. Daarnaast is er bijvoorbeeld ook de anti-witwaswetgeving die op cryptocurrencies van toepassing is. Nu, het feit dat vele cryptocurrencies op dit moment niet onderworpen zijn aan specifieke wetgeving, betekent ook dat vele crypto-assets momenteel uit de boot vallen en dus niet onderworpen zijn aan een bepaalde wetgeving. En het is net dat feit dat de Europese wetgever wenst op te vangen door het voorstel van verordening dat in september 2020 is uitgevaardigd. Vooraleer we dieper ingaan op het juridisch kader, stel ik voor dat we even ook toelichten wat nu juist cryptocurrencies zijn, wat blockchain-technologie is, voor de mensen die daar iets minder vertrouwd mee zouden zijn. Voor de meesten onder jullie is wellicht de bitcoin de meest bekende cryptomunt ter wereld. Maar op zich, het verhaal van de digitale internetmunten begint eigenlijk al sinds de jaren 90. Toen was er sprake van een groep ICT'ers, hackers, die zich verenigden onder de naam cypherpunks. En de naam cypher zegt het zelf al. Dat verwijst eigenlijk naar een methode om aan encryptie en decryptie van data te doen. En dat waren dus eigenlijk ICT'ers en hackers die zich ook specialiseerden in encryptietechnologie. En bekeken op die manier hoe kunnen we eigenlijk de ICT-technologie verweven met de encryptietechnologie om ervoor te zorgen dat we digitale internetmunten kunnen creëren. En er zijn door de jaren heen verschillende proof of concepts gemaakt. De bekendste zijn de digitale internetmunten die ontwikkeld zijn door Adam Back en Nick Szabo. Beide personen worden ook vernoemd als de mogelijke uitvinders van de bitcoin. Nick Szabo is ook de man trouwens die het begrip smart contracts heeft gelanceerd. En daar komen we kort ook later in deze presentatie nog even op terug. Nu, ik vermeldde het daarnet al, bitcoin is uiteraard de meest bekende cryptomunt ter wereld. Het verhaal van bitcoin wordt eigenlijk opgestart midden in de financiële crisis in 2008, waar een groep personen, of één persoon, dat is niet gekend, de zogenaamd pseudoniem Satoshi Nakamoto, de bitcoin heeft uitgevonden. Het werd dus gelanceerd in 2008 via een zogenaamde whitepaper. En wat is dat eigenlijk, een whitepaper? Dat is een document waarin de technologische en economische achtergrond van de cryptomunt wordt in uiteengezet.
En dat is eigenlijk ook een traditioneel gebruik geworden. Telke malen een cryptomunt wordt gelanceerd op de markt, wordt daar ook vaak een whitepaper aan verbonden. Hieronder op de slide zien jullie dan nog een aantal historische gegevens. In 2011 bijvoorbeeld bereikte Bitcoin pariteit met de US-dollar. Was het gelijk aan 1 US-dollar. Dan heeft de markt ook ups en downs gekend. In 2013 was er sprake van de eerste top in de markt, waarbij Bitcoin iets meer dan $1000 waarde bereikte. En in 2017 werd dan de tweede bull market, om het zo maar te zeggen, was er sprake van een Bitcoin die ongeveer $20.000 bereikte. En de markt is heden ten dagen ook in een opwaartse spiraal, want de Bitcoin heeft enkele dagen geleden de all-time high waarde uit 2017 overstegen. Dan, misschien een aantal onder jullie weten het, maar dus de softwarecode achter de Bitcoin is eigenlijk een open source softwarecode, wat betekent dat die ook kan gekopieerd worden door derden. En dat is ook gebeurd. De afgelopen jaren zijn heel wat mensen eigenlijk die de code achter Bitcoin hebben gekopieerd en op hun eigen manier ook cryptomunten hebben gelanceerd. Nu goed, niet alle cryptomunten zijn een kopie van Bitcoin. Sommige cryptomunten, de software daarachter wordt ook van scratch geschreven. En vandaar dat het ook beter is om niet te spreken van blockchain-technologie, maar eerder van distributed ledger-technologie, omdat alle blockchains zijn distributed ledgers, maar niet alle distributed ledgers zijn ook blockchains. En dus je zal ook zien, die term distributed ledger wordt ook vaker door de wetgever gebruikt. Men spreekt niet zozeer over blockchain, maar dus wel over distributed ledger technology. Ook nog even kort vermeld op de slide, de ICO-gekte van 2017. Dus in 2017, vooral via het Ethereum-platform, werden er heel veel cryptomunten gelanceerd. En er werd in 2017 op die manier meer dan 3 miljard opgehaald. En het was ook op dat moment dat de cryptomarkt vooral in het vizier kwam van de Europese wetgever, maar ook van andere internationale en nationale instellingen. En dus pas dan werd eigenlijk daar meer aandacht aan geschonken. En dus op die manier zijn er op dit moment duizenden cryptomunten die verhandeld worden op crypto-exchanges en die dus in omloop zijn. Ja, ik had ook een film opgenomen, of een korte video opgenomen in deze presentatie, maar we hebben spijtig genoeg daarnet vastgesteld tijdens de voorbereiding dat er iets mis is met het geluid. Nu, ik stel voor dat ik het filmpje toch laat afspelen en dat ik wat voice-over werk ga doen. Ik zal proberen om het uit te leggen wat jullie juist zien. Dus wat eigenlijk belangrijk is bij een blockchain, zoals je ziet, hier wordt een centraal systeem. Dus eigenlijk een blockchain is een decentraal systeem waar gegevens gedecentraliseerd worden bijgehouden. Hier zien jullie een voorstelling van een centraal systeem, bijvoorbeeld een bank, waar de gegevens centraal worden bijgehouden. Nu zien jullie een verschijning van een decentraal systeem, waar jullie zien dat de nodes eigenlijk decentraal het netwerk beheren en dus geen ene centrale partij het netwerk beheert. Deze nodes zijn dan ook verantwoordelijk voor het updaten van het netwerk, het onderhouden daarvan. Zij moeten ook de transacties goedkeuren. En dat is dus eigenlijk een zeer belangrijke taak in een decentraal blockchain-netwerk. En dus eigenlijk, zij gaan data op het netwerk laten registreren. En om die data te laten registreren, moeten zij ook consensus bereiken. En ze moeten dus een soort unanimiteit onder elkaar bereiken, vooraleer data op het blockchain-netwerk zal worden geregistreerd. Daardoor kunnen ook transacties op een blockchain veiliger worden geregistreerd dan op een centraal systeem, omdat niet één partij natuurlijk kan falen. Wanneer één node bijvoorbeeld uitvalt, blijft toch nog de data op het blockchain-netwerk staan. Dus ik hoop, het was heel snel dat ik dat nog dit voice-over-werk heb moeten doen, maar ik hoop toch dat ik het een beetje duidelijk heb kunnen uitleggen. Oké, ik ga wellicht nu wat in herhaling vallen. Ik had deze slide ook voorbereid om nog even kort de eigenschappen van een blockchain of een distributed ledger netwerk uit te leggen. Zoals er net al gezegd, een distributed ledger is een decentraal systeem waarbij de netwerkparticipanten of de deelnemers aan het netwerk onderhouden. Er is dus geen één centrale partij die verantwoordelijk is voor het netwerk of voor de data die zich in het netwerk bevinden. Een blockchain-netwerk is anoniem, staat hier. Dat moet wat worden gerelativeerd. Het is eerder pseudo-anoniem, want mensen met een technologische achtergrond die kunnen wel via zogenaamde chain analysis dus achterhalen van waar bepaalde transacties of
transacties op het netwerk komen. Dus pseudoniem is een beter woord om te gebruiken. Transacties op het netwerk zijn ook timestamped. Je moet eigenlijk een blockchain een beetje zien als een digitale notaris. Als je een akte verleidt bij een notaris, dan wordt daar ook een vaste datum aan toegekend. Dat is net zo op een blockchain-netwerk. Als je daar een transactie laat registreren, dan wordt daar ook een vaste datum aan toegekend. Blockchain-netwerken zijn ook unaniem. Zoals daarnet al vermeld in het filmpje, zullen de nodes in het netwerk unanimiteit of consensus moeten bereiken vooraleer een bepaalde transactie op het netwerk kan worden geregistreerd. Blockchains zijn in principe ook onveranderlijk, wat betekent dat eenmaal een transactie wordt geregistreerd op het netwerk, dit niet meer kan worden verwijderd. Dit opnieuw moet wat worden gerelativeerd, want er zijn wel blockchain-netwerken die werken aan de mogelijkheid om ook bepaalde transacties toch daar veranderingen aan te brengen of te verwijderen, omdat, denken we bijvoorbeeld maar aan de GDPR-wetgeving, in dat verband of in dat opzicht is het niet altijd ideaal dat bepaalde gegevens niet meer kunnen verwijderd worden. Dus dat moet ook wat worden gerelativeerd. Een blockchain-netwerk is ook veilig. Ik heb het daarnet al even vermeld. In principe wordt encryptietechnologie gebruikt om gegevens te versleutelen op het netwerk. Wat betekent dat met de huidige stand van de technologie op zich een blockchain-netwerk moeilijk of niet kan worden gekraakt. Opnieuw, er wordt ook wel gewerkt, zoals jullie wellicht weten, aan quantumcomputers. En die zouden op zich wel blockchain-netwerken kunnen kraken. Maar er werken ook al mensen aan quantum-resistente algoritmes die op zich veilig zullen zijn, ook voor quantumcomputers. En dan het laatste puntje. Blockchains zijn ook programmeerbaar. Dan denken we aan het begrip smart contracts. Smart contracts, ja, het is misschien niet de ideale term, want vele smart contracts voldoen niet aan de voorwaarden van een contract in de juridische zin van het woord. Het moet eerder gezien worden als een soort, een stukje softwarecode. Wanneer daar bepaalde inputs aan gegeven worden, die softwarecode zal dan automatisch worden uitgevoerd. Het kan natuurlijk wel onderdeel uitmaken van een groter geheel, bijvoorbeeld van een bepaald contract. Daar kan een smart contract aan worden toegevoegd. En het voordeel is dat die softwarecode dan ingeschreven staat op de blockchain. Die kan niet meer worden gewijzigd, die staat daar ook veilig. En dat is natuurlijk wel anders als je die softwarecode bijvoorbeeld toevertrouwt aan een van de partijen. Die zou in theorie daar nog wijzigingen kunnen aan aanbrengen. En dat is eigenlijk het voordeel van een smart contract. Nu, wat ik zo net kwam te vertellen was misschien vrij abstract. Vandaar dat ik ook voor geopteerd heb om jullie toch wat meer concrete toepassingen van blockchain-technologie mee te geven. Ik denk hierbij vooral bijvoorbeeld aan internationaal betalingsverkeer, de zogenaamde cross-border payments. Momenteel verloopt dat proces vrij traag. Stel, je bevindt je in India en je wenst een betaling te doen aan de Verenigde Staten of naar iemand in de Verenigde Staten. Daar verloopt soms nu wel redelijk wat tijd over. Die transactiekosten zijn ook vrij hoog, omdat daar heel wat correspondence banks, tussenpersonen, tussen die transacties zitten, wat ook zorgt voor een hoge transactiekost. En blockchain-technologie zou dat kunnen verhelpen, zou die transactiekosten kunnen doen dalen en zou ook de transactiesnelheid kunnen verhogen. Een voorbeeld van een blockchain-speler is Ripple. Dat is een blockchain-bedrijf dat zich toespitst op deze internationale betalingen en die ook al bepaalde banken als cliënt heeft, zoals Westpac en Australian Bank. Dus daar wordt wel aan gewerkt, aan dergelijke toepassingen. Een ander voorbeeld is digitale identiteit. Zoals jullie weten, als je nu gegevens wenst te registreren bij een bank, op basis van anti-witwaswetgeving, moet heel wat informatie worden gegeven telkens maal je opnieuw je registreert bij een bepaalde bank. Wanneer je natuurlijk jouw identiteit veilig op de blockchain kwijt zou kunnen, zou je dat natuurlijk kunnen reproduceren, die registratie op de blockchain, en kunnen verbinden aan jouw verschillende banken. En op die manier zou je kunnen vermijden dat je telkens maal opnieuw bepaalde informatie moet meedelen. Andere bekende spelers in dat verband zijn Cambridge Blockchain en Tradle, die aan blockchain-toepassingen werken in zaken digitale identiteit. Een ander voorbeeld is syndicated lending. En wanneer banken zich verenigen om leningen toe te kennen aan bepaalde entiteiten of personen, dan verloopt dat proces ook vrij traag. Net door het feit dat heel wat banken met elkaar informatie moeten uitwisselen. Zij zouden dat proces eventueel ook kunnen versnellen door bepaalde informatie te delen op een privaat blockchain-netwerk. Want ik heb het daarnet eigenlijk enkel gehad over publieke blockchain-netwerken zoals Ethereum en de Bitcoin. Maar op zich, bedrijven of banken kunnen ook ervoor opteren om onder elkaar een privaat blockchain-netwerk te gaan oprichten waarbij zij bepaalde gegevens met elkaar kunnen uitwisselen.
En in 2018 heeft onder meer BNP Paribas en ook HSBC hebben zich verenigd om dergelijk blockchain-netwerk voor syndicated loans te gaan oprichten. Dus in de praktijk wordt daar dus ook duidelijk aan gewerkt. Nu moeten we toch ook allemaal een beetje relativeren, die cryptomarkt. Want als we kijken natuurlijk naar de marktkapitalisatiewaarde in vergelijking met andere markten, zoals de aandelenmarkt of de huizenmarkt, dan is dat toch allemaal nog vrij relatief. De cryptomarkt op dit moment bedraagt een 500 miljard. En de aandelenmarkt is bijvoorbeeld 73 biljoen. Dus daar zit wel een discrepantie tussen. Maar volgens de meeste waarnemers, economische waarnemers, zal wel de cryptomarkt naar de toekomst toe stijgen en zal dit wellicht in een opwaartse spiraal gaan. Dan zijn we nu aangekomen bij de MiCA-verordening, de zogenaamde Regulation on Markets in Crypto Assets. Zoals ik net al kort vermeld heb, is deze verordening in september 2020 gelanceerd door de Europese Commissie. En dit betreft uiteraard pas maar een voorstel van verordening. Dit is nog geen verordening die effectief in werking is getreden. Wat is eigenlijk de bedoeling of wat kadert deze verordening? Het kadert eigenlijk in de bredere digitale agenda van de Europese Commissie, waarbij men een level playing field wenst te creëren voor digitale innovaties. Wat zijn nu juist de doelstellingen van de MiCA-verordening? Wel, dat is eerst en vooral het creëren van juridische zekerheid. En zoals net al vermeld, zijn er op dit moment heel wat cryptoactiva die uit de boot vallen, die dus niet onder bepaalde wetgeving worden gereguleerd. En het is dat de MiCA-verordening wenst op te lossen of wenst op te vangen. Het ondersteunen van innovatie is ook belangrijk, want op dit moment in bepaalde Europese lidstaten is er sprake van nationale wetgeving, in andere niet. Dus op dit moment is er geen level playing field. En wanneer natuurlijk de Europese wetgever alles gaat harmoniseren, zal dat zorgen voor een level playing field en zal dat ook de digitale innovatie over de landsgrenzen heen gaan stimuleren. Consumentenbescherming is ook een belangrijke component, want cryptoactiva die bijvoorbeeld nu buiten de financiële wetgeving vallen, die worden wel verhandeld op bepaalde cryptomarkten, maar de consumenten zijn nu op dit moment niet zo sterk beschermd ten aanzien van deze cryptomarkten. En natuurlijk, de MiCA-verordening, daar is ook een component consumentenbescherming aan verbonden. Dus dat is ook belangrijk voor de Europese wetgever. Dan de laatste twee punten, financiële stabiliteit en het monetair beleid. Dat heeft vooral betrekking op de zogenaamde stablecoins. Wat zijn stablecoins? Wel, dat zijn eigenlijk cryptomunten waarvan de waarde verbonden is aan bijvoorbeeld één of meerdere fiatmunten, ofwel aan een bepaalde achterliggende reserve. Ik denk bijvoorbeeld aan bepaalde grondstoffen of commodities. En de waarde van die cryptomunt wordt eigenlijk stabiel gehouden door die koppeling of door die link aan die achterliggende fiatgelden of grondstoffen. Zoals net al vermeld, differentieert MiCA dus tussen cryptomunten die al onder bestaande wetgeving worden gereguleerd en cryptomunten die buiten de boot vallen en die dus nu onder MiCA wel zullen worden gereguleerd. Dus cryptomunten die onder de financiële wetgeving vallen, zullen dus niet onder de MiCA-verordening vallen, bijvoorbeeld. Wat wenst MiCA of wat wenst de Europese Commissie vooral te regelen? Wel, dat is, men legt vooral regels op aan de uitgevers van cryptomunten en men legt ook regels op aan de mensen of de entiteiten die diensten aanbieden in het kader van cryptomunten. En zoals net al vermeld, stablecoins, daar wordt wat voor gevreesd dat dat een effect heeft op de financiële stabiliteit. Dus dat is ook een belangrijke component in deze verordening. En daar heeft dus de Europese Commissie heel wat regels opgelegd omtrent stablecoins. Wat is uitgesloten in de MiCA-verordening of wat valt buiten het toepassingsgebied? Dat zijn dus, zoals net al vermeld, financiële instrumenten die worden onderworpen aan de MiFID. Elektronisch geld valt in principe ook buiten het toepassingsgebied, met die uitzondering dat e-money tokens, dat zijn een bepaald type van stablecoins, als die zowel elektronisch geld zijn als ook een e-money token onder de MiCA-verordening, zullen zij geregeld worden door de MiCA-verordening. En daar komt wel wat kritiek op, want dat doet mogelijk wat voorbij of gaat wat voorbij aan de technologische neutraliteit die normaal altijd wordt vooropgezet door de Europese Unie. Want stel, jouw elektronisch geld is ook een e-money token. Plots worden ook bijvoorbeeld secundaire diensten die normaal niet geregeld zijn door de verordening of de richtlijn elektronisch geld,
die worden nu ook onderworpen aan bepaalde strikte regels. Dus als jouw elektronisch geld een e-money token is, moet je plots aan meer regels voldoen. En dus wordt er een verschil gemaakt tussen enerzijds elektronisch geld dat geen cryptomunt is en elektronisch geld dat wel is. En dus ja, gaat dat wat voorbij aan de technologische neutraliteit. En ik verwacht dat daar toch ook wel wat kritiek mogelijk zal opkomen of commentaar van de stakeholders in de cryptomarkt. Ook effecten onder de MiFID-wetgeving, zoals deposito's en gestructureerde deposito's, die vallen uiteraard ook niet onder de MiCA-verordening. Wat ook belangrijk is dat MiCA een aantal uitsluitingen maakt ten aanzien van Europese instellingen. Denk bijvoorbeeld aan de Europese Centrale Bank, de Europese Investeringsbank. Die worden ook niet gereguleerd of die zijn niet onderworpen aan de MiCA-verordening. Ik denk vooral dat de ratio legis daarachter is. Stel bijvoorbeeld dat de Europese Centrale Bank in de toekomst CBDC's, de zogenaamde Central Bank Digital Currencies, zal uitvaardigen, dat zij uiteraard niet zelf onderworpen zijn aan de MiCA-verordening. Dan geeft de MiCA-verordening ook een aantal definities mee. Ik zal beginnen met de definitie van crypto-asset. Ik ga deze definities niet allemaal aflezen, maar ik geef wel graag mee dat crypto-asset zeer ruim wordt gedefinieerd. Dus hier staat using distributed ledger technology or similar technology. Nu is de vraag uiteraard, wat is similar technology? Dus ik vermoed dat daar toch ook wel nog commentaar zal op komen dat dat misschien iets te ruim is. Dan heeft de verordening ook een aantal specifieke definities mee. De zogenaamde asset reference tokens en de electronic money tokens, dat zijn eigenlijk de stablecoins, waarbij de asset reference token een stablecoin is waarvan de waarde gelinkt is aan één of meerdere fiatmunten, ofwel een achterliggende reserve. De e-money token is een stablecoin waarbij de waarde eigenlijk gelinkt is aan één achterliggende fiatmunt. En een utility token, dat is eerder een token die niet inwisselbaar is ten aanzien van andere cryptomunten of ten aanzien van fiat geld. En die kan enkel gebruikt worden in het systeem van de uitgever zelf. Ik denk maar bijvoorbeeld aan een pizzaketen die een pizza-token uitgeeft, die je enkel zou kunnen gebruiken om pizza's aan te kopen in die pizzaketen. Pas wel op, deze drie specifieke vormen van cryptomunten, dat zijn niet... de ruime definitie van crypto-assets die gaat ruimer dan deze drie specifieke categorieën. Dus bijvoorbeeld Bitcoin en Ethereum zijn volgens mij crypto-assets, maar die behoren niet tot een van deze drie specifieke categorieën. Dus de definitie van crypto-asset moet ruimer gezien worden dan dat. Distributed ledger technology, wat is dat? Dat is eigenlijk ook een vrij ruime definitie. Hier staat, means a type of technology that supports the distributed recording of encrypted data. Nu goed, niet alle gegevens op een blockchain-netwerk zijn geëncrypteerd. Dus de vraag is het te ruim of te strikt gedefinieerd? Dat valt nog een beetje te bekijken, maar ik denk zeker dat dit ook nog voor verbetering vatbaar is en dat het wellicht ook wel nog becommentarieerd zal worden. Dan issuer of crypto assets. Belangrijk hierbij bij de definitie is dat, zoals jullie zien, dat een cryptomunt moet worden uitgegeven door een juridische entiteit. En als je erover nadenkt, kijk bijvoorbeeld naar de Bitcoin, dat is eigenlijk een cryptomunt die is uitgegeven door een onbekende persoon. De vraag is, gaat dit nog in de toekomst kunnen? Wellicht niet. Als het al beschouwd kan worden als een crypto-asset onder de MiCA-verordening, dan zal dat moeten worden uitgevaardigd door een juridische entiteit. En offer to the public, dat lijkt mij een vrij logische definitie, dus daar ga ik nu niet dieper op ingaan. Dan zijn we nu terug aangekomen bij mijn collega Pierre. Merci Jonathan. Alors, petite parenthèse évidemment, qui est intéressante à noter, c'est que nous en avons encore discuté juste avant la présentation. La Libra, qui est donc la monnaie virtuelle de Facebook, devrait bientôt recevoir une approbation de l'autorité financière suisse, et donc nous pourrions voir arriver la Libra très prochainement, certainement sans doute pour l'année 2021, dans le marché des monnaies virtuelles. Alors, de retour sur MiCA, et plus exactement le champ d'application, MiCA met en place évidemment des obligations de licence, des obligations d'approbation pour d'une part les émetteurs de Asset Reference Tokens et de Electronic Money Tokens. Il met aussi en place des obligations de licence pour les fournisseurs de services, au sens large,
de monnaie virtuelle. Alors, je vois que le temps presse un peu et donc je vais aller un petit peu plus rapidement à travers les slides. MiCA va aussi évidemment réglementer la question de l'offre au public et de l'admission sur des places d'échange, de trading, et la question évidemment de l'abus de marché sera aussi abordée, mais ça ne fait pas l'objet de la présentation ici. Alors, en ce qui concerne les fournisseurs de services de monnaie virtuelle, vous en avez ici une définition qui est donnée pour l'instant par la proposition MiCA. Il est important à noter qu'évidemment, ces fournisseurs doivent être établis dans l'Union européenne et qu'il s'agit de fournisseurs qui fournissent, pardon pour la redondance, les activités ou les services qui sont listés sur le slide qui est devant vos yeux. Je nommerai par exemple l'échange des monnaies virtuelles pour une monnaie fiat, hein, donc une monnaie légale par exemple, telle que l'euro, ou d'autres monnaies virtuelles. Nous allons d'ailleurs y revenir. La liste est évidemment sous vos yeux et vous y avez accès après la présentation, bien entendu, puisqu'elle sera partagée avec vous. Alors, ce qui est intéressant à noter, c'est donc que ces fournisseurs doivent obtenir une autorisation, une licence, et doivent être de façon générale en conformité avec certaines exigences qui sont prévues par la proposition MiCA, qui sont à nouveau listées ici. Alors, ce qui est intéressant à savoir, c'est que très probablement la licence qui va être imposée en la matière par MiCA va être une licence très fortement similaire aux licences qui existent déjà à l'heure actuelle dans le monde de la FinTech et au niveau européen, telle qu'une licence justement en tant que fournisseur de services de paiement, hein, sous PSD2, ou une licence, par exemple, en tant qu'entreprise d'investissement ou de conseiller en investissement. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie évidemment qu'il y a des exigences en termes d'organisation du fournisseur, de la personne morale qui fournit les services de monnaie virtuelle. Vous avez, par exemple, pour les administrateurs, un certain nombre d'exigences de compétences professionnelles ou de connaissances professionnelles. Dans le monde des banques traditionnelles, cela s'appelle le Fit and Proper Test. C'est un test que des candidats administrateurs doivent passer auprès de la Banque nationale pour montrer qu'ils sont effectivement compétents pour un tel poste. Très probablement que l'on va assister à un même type d'exigence dans l'implémentation véritable de la proposition MiCA. Ce qu'il est intéressant à noter, c'est que les établissements de crédit, donc les banques, les institutions d'investissement et les institutions de paiement seront dans certains cas de figure exemptés de l'autorisation, justement, très probablement parce que bénéficiant déjà d'une licence et répondant déjà à toute une série de conditions, ce serait redondant de demander ça une seconde fois. Enfin, qu'en est-il pour les fournisseurs de services de crypto-monnaie qui proviennent de pays tiers à l'Union européenne? Eh bien, en ne m'attardant pas trop longtemps sur ce slide, je peux vous dire que très probablement les citoyens européens auront accès aux services fournis par ces tierces parties, à condition que l'on se base sur le principe de la reverse solicitation, qui veut que ce soit le citoyen européen qui fasse l'entièreté de la démarche pour pouvoir bénéficier des services et non pas le fournisseur de services qui fasse une quelconque publicité ou un quelconque marketing dans l'Union européenne. Bien entendu, si la volonté du fournisseur est d'être actif dans l'Union européenne, il faudra obtenir une licence et répondre à l'ensemble des conditions imposées par la proposition MiCA. Et cela se fera vraisemblablement par la mise en place soit d'une entité légale, soit d'une branche dans un des États membres de l'Union européenne. Et je cède à nouveau la parole à mon collègue Jonathan. Oké, dan zijn we nu aangekomen bij het publiek aanbod van cryptomunten. Zoals daarnet al vermeld, is het gebruik op de cryptomarkt om een whitepaper uit te geven wanneer je een cryptomunt lanceert. En de Europese wetgever heeft er eigenlijk voor geopteerd om dat gebruik over te nemen. En men spreekt dus ook in de verordening van een whitepaper. Wanneer je een publiek aanbod doet van een cryptomunt, ben je dus verplicht om ook een whitepaper op te maken en ook publiek bekend te maken. Wat moet daar nu in staan?
wel een gedetailleerde beschrijving uiteraard van de uitgever en van het project en ook wie achter het project zit, wie de ontwikkelaars zijn van de cryptomunt, de voorwaarden van de uitgifte, de rechten en plichten verbonden aan de cryptomunt, ook de onderliggende technologie en de eventuele risico's die zouden verbonden zijn aan de uitgever en de cryptomunt. Belangrijk hierbij is dat deze whitepaper, de informatie die je daarin opneemt, mag uiteraard niet foutief of vals zijn, want dan kan die eventueel aansprakelijk worden gehouden. Belangrijk hierbij is dat dat niet kan worden ingeroepen door gekwalificeerde beleggers. Dan, zoals er net al vermeld, heeft de Europese wetgever extra aandacht geboden voor de zogenaamde stablecoins. En dus ook de whitepapers die worden uitgegeven voor stablecoins, die zijn iets strenger, of de informatie die daarin moet worden opgenomen is iets strenger. Zo moet er ook informatie worden opgenomen omtrent de achterliggende reserve en ook omtrent de interne organisatorische structuur van de uitgever. E-money token whitepapers die moeten genotificeerd worden aan de bevoegde autoriteit. En asset reference tokens die moeten niet alleen worden genotificeerd, maar die moeten ook voorafgaandelijk worden goedgekeurd vooraleer die kunnen worden gelanceerd. Een aantal uitzonderingen. Welke uitgiftes van cryptomunten worden niet beschouwd als een publiek aanbod? Bijvoorbeeld cryptomunten die gratis worden uitgegeven. Nu goed, het woord gratis moet ook worden gerelativeerd. Stel, als je als inschrijver op de cryptomunt bepaalde persoonsgegevens moet meedelen bijvoorbeeld, wordt dat niet beschouwd als een gratis uitgifte van de cryptomunt. Wanneer de cryptomunt ook wordt toegekend aan minder dan 150 personen, dat is ook bekend in de financiële wetgeving, dan wordt het niet beschouwd als een publiek aanbod van de cryptomunt. Wanneer het over een periode van 12 maanden betrekking heeft op een bedrag van minder dan 5 miljoen euro voor stablecoins, wordt het ook niet beschouwd als een publiek aanbod. En voor andere cryptoactiva, wanneer het een bedrag van 1 miljoen euro niet overschrijdt. En natuurlijk ook cryptomunten die enkel worden aangeboden aan gekwalificeerde beleggers, die worden ook niet, of die uitgiftes worden niet beschouwd als een publiek aanbod. Belangrijk hierbij is ook dat alle uitgevers van cryptomunten juridische entiteiten moeten zijn. En bij de Asset Reference Token zegt de verordening ook uitdrukkelijk dat de uitgevers juridische entiteiten moeten zijn. Dat wordt niet gezegd bij de uitgevers van andere cryptomunten. Dus dat moeten we ook in het achterhoofd houden. Dan de uitgevers van e-money tokens, die moeten ofwel een kredietinstelling zijn of een instelling voor elektronisch geld onder de Europese wetgeving. En de uitgever van een asset reference token, die moet ofwel een kredietinstelling zijn of moet wel een vergunning hebben gekregen onder de MiCA-verordening. Dus dat is toch ook allemaal vrij strikt. En dat toont nogmaals aan dat de Europese wetgever toch echt voorzichtig is ten aanzien van deze stablecoins. Andere vereisten voor de uitgevers van stablecoins, dus de asset reference token en de e-money tokens, zijn kapitaalvereisten. De uitgevers van e-money tokens die hebben dezelfde kapitaalvereisten als instellingen voor elektronisch geld. En de uitgevers van asset reference tokens die moeten ofwel een kapitaal hebben van 350.000 euro, ofwel een kapitaal dat gelijk is aan 2% van de achterliggende reserve. Welke twee van deze waarden de hoogste is, die moet worden nageleefd. Er zijn ook regels omtrent de achterliggende reserve. Ik denk bijvoorbeeld aan de regel dat die achterliggende reserve enkel kan belegd worden in niet-risicovolle beleggingen. Dat is dus ook een belangrijke regel die moet worden nageleefd. Ook organisatorische vereisten, dus bijvoorbeeld de managers en ook aandeelhouders die meer dan 20% aanhouden, die moeten bijvoorbeeld aantonen dat ze een goede reputatie hebben enzovoort. Belangenconflictregels moeten ook worden nageleefd. Dus ook bepaalde bekendmakingsverplichtingen in dat verband zijn van toepassing. Dan claims on issue redemption rights, dat is ook nog belangrijk. Een uitgever van een e-money token moet steeds aan de houders van de token de mogelijkheid geven om die in te wisselen tegen de achterliggende fiat gelden. En de uitgever van een asset reference token die moet ofwel de mogelijkheid geven om dat in te wisselen tegen de achterliggende reserve. Voorziet hij niet in die mogelijkheid, dan moet hij voorzien dat de cryptomunt wordt verhandeld op een liquide markt, zodat de houder van de cryptomunt daar de munt eventueel kan omwisselen. En er is ook een verbod tot het uitkeren van interesten op de tokens voor de uitgevers. Dan zijn we aangekomen bij de laatste slide. De verordening is uiteraard nog niet in werking getreden. Het is maar een voorstel en volgens de meeste waarnemers, het is niet alleen mijn inschatting, zal wellicht pas de definitieve verordening verschijnen in 2023 of 2024.
En de verordening voorziet ook in een aantal overgangsmaatregelen. Gelet op het feit dat een aantal landen al nationale wetgeving hebben uitgevaardigd, wordt daar ook voorzien dat bijvoorbeeld dienstverleners van cryptomunten hun diensten kunnen blijven verder zetten, ook na de inwerkingtreding, over een periode van 18 maanden. En dan hebben ze nog 18 maanden om zich te conformeren aan de nieuwe verordening. Voilà, ik geef nu terug het woord aan mijn collega Pierre. Voilà, merci Jonathan. Alors, je répéterai simplement en français pour que nos auditeurs ou téléspectateurs francophones comprennent bien. La proposition MiCA reste à l'heure actuelle une proposition. Il y a évidemment le Parlement européen qui va encore se pencher sur cette proposition et on sait d'expérience que le Parlement européen apporte son grain de sel, donc il y a potentiellement encore un certain nombre de choses qui peuvent changer, mais cela donne tout de même une belle indication de vers quoi on se dirige, et en tout cas, on se dirige vers un peu plus de sécurité juridique, ce qui est une bonne chose. Alors, au niveau de la lutte contre le blanchiment d'argent et la lutte contre le financement du terrorisme, anti-money laundering, le législateur belge a été actif cet été dans la mesure où la loi de 2017 qui réglementait déjà la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement contre le terrorisme a été adaptée. Elle a été adaptée sur plusieurs points, mais un point très précis qui cadre ici dans cette présentation sur les finances digitales, c'est que les services, ou plutôt les fournisseurs de services d'échange entre des monnaies virtuelles et des monnaies fiat, ou des véritables monnaies telles que l'euro, établis en Belgique, et les fournisseurs de portefeuilles de conservation, bewaarportefeuilles in het Nederlands, vont se retrouver dans le champ d'application de la loi anti-blanchiment. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'ils vont être soumis à toutes les obligations qui en découlent, et notamment les deux grands volets de la loi. D'une part, toutes les obligations KYC, Know Your Customer, connaître son client ou son partenaire d'affaires avant d'entamer toute relation d'affaires. Et d'autre part, les procédures dites de risk-based approach qui visent évidemment à en permanence monitorer les risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. Pourquoi est-ce que cette adaptation a été faite? Effectivement, pour participer de cette avancée législative au niveau de tout ce qui est monnaie virtuelle, mais certainement aussi parce que le législateur s'est rendu compte que, en particulier, les groupuscules terroristes à l'heure actuelle utilisaient certains de ces services d'échange pour faire transiter de l'argent dans l'Union européenne. Cela permet évidemment soit de faire rentrer une forme d'argent de façon relativement invisible, soit de faire sortir de l'Union européenne une forme d'argent ou de l'argent de façon relativement invisible. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que les fournisseurs de tels services sont en règle générale déjà en conformité avec la loi sur l'anti-blanchiment et sur la lutte contre le financement du terrorisme. Alors, la loi a aussi ouvert la porte à l'arrivée d'un arrêté royal qui devrait probablement arriver relativement vite, peut-être encore en 2020, mais rien n'est moins sûr, et qui imposerait pour les fournisseurs de ce type de service une licence. Alors, pourquoi une licence? Dans l'AMLD 5, donc la directive anti-blanchiment numéro 5 au niveau européen, il était prévu une forme d'inscription. Visiblement, le législateur belge en a profité pour transformer cette inscription en une véritable licence. Très probablement, cette licence devra être obtenue auprès de la FSMA et non pas auprès de la Banque nationale. Une nouveauté donc à mentionner. Enfin, dernier sujet que nous allons aborder aujourd'hui et par lequel je clôturerai, je vois qu'il est déjà 15 heures, mais je fais vite, rassurez-vous, c'est une nouvelle licence au niveau européen pour ce que l'on appelle en bon français les plateformes de financement alternatif ou crowdfunding en anglais. Alors, c'est une réglementation, pardon, avant de parler de la réglementation européenne, parlons un petit peu de la réglementation belge. Cette activité de plateforme de financement alternatif ou de crowdfunding est déjà réglementée en Belgique par une loi de 2016, du 18 décembre 2016 pour être exact. Et
pour les personnes qui ne le sauraient pas exactement, le crowdfunding ou ces plateformes de financement alternatif sont donc des plateformes qui permettent de rassembler de façon collective des fonds d'investisseurs afin de soutenir des projets d'investissement, que ce soit de simples projets ou des entrepreneurs, des startups, et ce, sur une plateforme au moyen d'une offre, qu'elle soit publique ou pas. Alors, la loi de 2016 prévoit également un agrément qui est à obtenir par la plateforme auprès de la FSMA, et différentes conditions doivent à nouveau être remplies pour pouvoir bénéficier de l'agrément. Je ne les mentionne pas en détail. Alors, au niveau de l'offre, l'avantage qu'offrent les services ou les plateformes plutôt de financement alternatif, c'est que dans certains cas, il ne faut pas d'émission de prospectus. Le prospectus qui est donc ce document d'information à propos des investissements à faire. Et il ne faut pas de prospectus lorsque l'investisseur ne peut investir que maximum 5 000 €, que l'offre totale est inférieure à 300 000 € et que, bien entendu, tous les documents mentionnent très précisément ces deux montants. C'est évidemment un avantage quand on veut investir de ne pas devoir faire un prospectus, ou de ne pas devoir, en tant que meneur d'un projet ou entrepreneur, de devoir établir un prospectus. Alors, au niveau européen, nous avons donc une nouvelle réglementation qui a été adoptée le 9 novembre, donc qui est toute fraîche, et qui va visiblement entrer en force en octobre 2021, et qui propose un cadre législatif harmonisé au niveau européen pour les plateformes de financement alternatif, plutôt que de devoir se conformer à l'entièreté de toutes les législations locales, nationales des différents États membres de l'Union européenne. Alors, la particularité, évidemment, c'est que cette nouvelle licence serait une sorte de passeport au moyen duquel un fournisseur ou une plateforme plutôt de financement alternatif pourrait opérer dans tous les États membres de l'Union européenne sans devoir se conformer à la législation nationale. La petite particularité, ou les deux petites particularités, c'est que la licence est à obtenir via l'autorité nationale et donc non pas via une autorité européenne. L'autre particularité, c'est que les législations nationales demeureraient et ils fonctionneraient visiblement sur base d'un système d'exclusion, c'est-à-dire que si vous décidez de vous conformer en tant que plateforme de financement alternatif à la législation nationale, vous ne pouvez pas bénéficier de la licence européenne. Très probablement, le but ici, la ratio legis, est de pousser les plateformes de financement alternatif à choisir pour un régime européen et pour pouvoir donc bénéficier de cette sorte de passeport. Alors, quelles sont les conditions au niveau européen? Vous les voyez listées là. Il y a des conditions, évidemment, des seuils à respecter en termes d'offres, mais il y a aussi, venant des plateformes elles-mêmes, certaines exigences, une gestion prudente, une certaine inquiétude par rapport à la viabilité des projets, une due diligence, des procédures effectives et claires pour pouvoir gérer les plaintes éventuellement introduites par des investisseurs, par des clients. Tout ça est repris dans cette nouvelle réglementation. Voilà. Tout cela pour vous dire, et cela s'applique au crowdfunding, mais cela s'applique évidemment à tout ce dont nous avons parlé jusqu'à présent. Les fintechs sont véritablement très présentes dans la vie quotidienne. La finance digitale nous encercle à peu près de partout. Et toutes ces réglementations qui voient le jour permettent évidemment une sécurité juridique plus importante, permettent l'innovation et permettent surtout de très nombreuses opportunités. Et je pense qu'en ces temps si particuliers, c'est très important puisque cela permet à de nombreuses petites et moyennes entreprises, start-up ou voire même grandes entreprises établies de se tourner vers des financements alternatifs. Ce qui est certain, c'est que les acteurs traditionnels que nous avons connus jusqu'à présent doivent se réinventer et se réinventent pour une part déjà très fortement.
Nous sommes arrivés à la fin de cette présentation. Jonathan et moi espérons que ça vous a plu et que surtout vous avez appris certaines choses. Nous allons encore rester en ligne quelques instants. Si l'un d'entre vous a une question ou a même plusieurs questions, vous pouvez utiliser le chat qui est mis à votre disposition et nous vous répondrons avec grand plaisir. En attendant, nous vous souhaitons une excellente après-midi et d'ores et déjà de joyeuses fêtes de fin d'année puisque c'est le dernier Digital Law Series. Et puis surtout, prenez soin de vous. Keep safe, comme on dit par ces temps-ci. Merci beaucoup.